Hoje nós temos o grande prazer, né, de receber um professor de filosofia política, né, da Universidade de Paris 7, o professor Etienne Tassin. O professor é diretor da Escola Doutoral Economia, Espaços, Sociedades, Civilizações, Pensamento Crítico, Político e Práticas Sociais. Ele é também pesquisador no Centro de Sociologia de Práticas e Representações Políticas, né, desenvolvendo pesquisas sobre filosofia política e contemporânea, estudos arendtianos e ações políticas e cosmopolíticas. E hoje ele é um dos mais renomados estudiosos do pensamento de Hannah Arendt. Né, ele faz parte da comissão científica de variadas revistas acadêmicas e publicou, entre outras obras, né, o Le Trésor Perdu, o Tesouro Perdido, O Mundo Comum e O Malefício da Vida com os Outros. Né? Então, são algumas obras que mais chegaram aqui até nós. Então, bem-vindo a todos, né? E eu vou já passar a palavra para o professor. Je vous remercie beaucoup pour ces mots aimables. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement Zé Sergio pour son invitation et l'honneur qu'il me fait de présenter devant vous cette conférence ce soir. Je vais évoquer une question délicate. Plus proche du micro. Je vais évoquer avec vous ce soir une question délicate qui est la question de l'éducation à la citoyenneté à l'école. Et je le ferai d'un point de vue strictement philosophique en me demandant, c'est le titre de mon intervention, quel succès attendre d'un métier dont Freud a dit qu'il était impossible. On est en effet en droit d'attendre de l'école non seulement qu'elle instruise l'élève, c'est-à-dire qu'elle en fasse un savant, mais aussi qu'elle éduque le citoyen, c'est-à-dire qu'elle en fasse un être civil. Cela nous expose immédiatement à une difficulté, celle de former à l'école un citoyen qui se conduise comme tel dès l'école, c'est-à-dire comme un citoyen, alors qu'il n'est encore qu'un élève. Face à cette difficulté, nous pouvons dès maintenant nous accorder sur 2 points. Premièrement, se conduire civilement à l'école, c'est adopter une manière d'être, ou plutôt une manière d'agir avec autrui, qui privilégie la convivialité sur les comportements égoïstes et violents. Je pense que tout le monde sera d'accord avec cela. La citoyenneté ne se réduit certainement pas à la convivialité, mais elle la requiert. Et la convivialité expérimentée à l'école prépare heureusement à la citoyenneté. Deuxième point, la question n'est pas seulement d'éduquer aujourd'hui, au sein de l'institution scolaire, le citoyen adulte de demain, menant sa vie dans la société, mais elle est avant tout d'inciter un élève à éprouver et à exercer à l'école, aujourd'hui, la sorte de vie responsable, attentive aux autres et engagée dans la collectivité qu'est l'école, c'est-à-dire ce vivre ensemble qu'on attend de lui sous le nom de citoyenneté, et qui, dans sa forme élémentaire, relève d'abord, disons, de l'urbanité ou de la civilité. La difficulté d'éduquer à la citoyenneté tient alors au fait que l'école, que l'institution scolaire en général, est elle-même livrée à 3 paradoxes qu'il va nous falloir examiner de près. Le premier paradoxe, éduquer y est impossible. Ou dit autrement, l'éducation est, semble-t-il, vouée à l'échec. Deuxième paradoxe,
L'autorité y est sans fondement. Alors pourtant que l'autorité est le fondement de la transmission. Troisième paradoxe, la liberté y est constamment contredite par la discipline, alors qu'on ne saurait, sans contradiction, concevoir la citoyenneté sans la liberté. Vous voyez, il y a trois paradoxes. Paradoxe d'une éducation infructueuse, le paradoxe d'une autorité infondée, le paradoxe d'une liberté déniée. Alors que ce qui est en jeu à l'école est précisément d'éduquer, et qu'éduquer, c'est élever un enfant, qu'on appelle pour cela en français un élève, à la liberté dans le respect de l'autorité. Voilà donc le problème. Comment peut-on imaginer de faire d'un élève un citoyen si on ne peut pas l'éduquer, si l'éducateur ne peut pas justifier l'autorité dont il se réclame, ni l'élève éprouver la liberté qu'il est supposé y expérimenter? Un citoyen n'est-il pas avant tout quelqu'un qui sait se conduire, ce qui signifie être son propre maître, se gouverner, et se comporter respectueusement avec les autres, s'orienter par soi-même dans l'existence, donc être autonome, tout en réglant pourtant son attitude sur le souci d'autrui. Mais également quelqu'un qui sait reconnaître l'autorité de la loi et la respecter, dans le même temps qu'il sait penser et agir librement en refusant toute servilité. Quelqu'un donc qui sait faire allégeance, qui sait assumer ses appartenances et qui en même temps refuse de se soumettre et garde sa liberté. La tâche, on le voit, est plus que difficile. On attend d'une éducation scolaire à la citoyenneté démocratique qu'elle incite à une attitude de civilité sans servilité, d'autonomie sans individualisme, d'indépendance sans mépris d'autrui. C'est parce que la visée pour l'élève est élevée, elle est haute, c'est parce qu'il faut concilier l'inconciliable, un se conduire soi-même qui est un se conduire avec d'autres, une obéissance qui n'est pas une servitude, une indépendance d'esprit et d'action qui est en même temps un gage d'urbanité. C'est pour cela que la tâche paraît impossible, alors pourtant que de son succès dépend la coexistence sociale et politique, autant que l'accomplissement de soi. Examinons alors successivement les trois paradoxes. Le premier paradoxe de l'éducation, c'est que c'est une tâche impossible. Pour affronter ce premier paradoxe, je partirai de deux formules clés, connues de tous, et qui me semblent propres à résumer la difficulté à laquelle nous expose la question de cet apprentissage scolaire du vivre ensemble. La première formule est l'affirmation d'Emmanuel Kant, dans la 6e proposition de son idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, en 1784, formule qui dit, je cite, « L'homme est un animal qui, lorsqu'il vit parmi d'autres membres de son espèce, a besoin d'un maître. » Et la seconde formule est l'affirmation de Sigmund Freud dans la préface de 1925 au livre de August Eichhorn sur l'éducation face aux jeunes à l'abandon, formule reprise ensuite en 1937 dans un article qui s'intitule « Analyse terminée et interminable ». Et cette formule de Freud dit ceci: « Éduquer, soigner et gouverner sont trois métiers impossibles. » Ces deux propositions soulignent à mes yeux l'impossibilité dans laquelle se trouve l'éducation de parvenir à ses fins. C'est en effet déjà ce que suggère Kant, bien avant Freud. On notera d'abord qu'aux yeux de Kant,
c'est la pluralité des existences qui rend nécessaire la commune soumission à l'autorité d'un maître. Autrement dit, c'est parce que nous sommes plusieurs qu'il nous faut recourir à une autorité. Mais pourquoi l'homme a-t-il besoin d'un maître du seul fait qu'il vit avec d'autres? Eh bien parce que, écrit Kant, je le cite, il abuse à coup sûr de sa liberté à l'égard de ses semblables. Kant en déduit donc qu'il lui faut un maître pour briser sa volonté particulière et le forcer à obéir à une volonté universellement valable. Le maître transpose la particularité de la volonté dans l'universalité de la loi. Et c'est par là seulement que, comme dit Kant, chacun peut être libre. Comme l'on sait, cette nécessité d'avoir un maître de liberté contient deux paradoxes, liés l'un à l'autre. Le premier est le suivant. Comment un maître peut-il être un maître de liberté? Soit il exerce une maîtrise, et celle-ci contrarie la liberté de celui sur lequel elle s'exerce. Soit il ne dispose pas de cette maîtrise, et la volonté de l'élève reste particulière, ignorante de ce qui est dû à la liberté des autres, pas simplement de ce qui est dû aux autres, de ce qui est dû à la liberté des autres. Seule l'obéissance à la loi ouvre la voie à la liberté morale et civile. Il revient donc au maître d'être le porte-parole de la loi et de ne jamais substituer à cette loi l'expression de sa seule volonté particulière. Autrement dit, jamais le maître ne doit exiger, selon le seul arbitraire de sa volonté personnelle, s'il veut éveiller l'élève à l'universalité et donc à l'égalité de la loi. J'ajoute un mot. Un maître, c'est-à-dire ici un magister et pas un dominus. Un magister ne peut jamais être un chef. Et la proposition est réversible. Un chef ne sera jamais un maître. Ce ne sera jamais qu'un chef. Deuxième paradoxe soulevé par Kant. Comment ce maître aura-t-il été lui-même éduqué à cette liberté civile et sensibilisé à l'universalité de la loi, sinon par l'enseignement qu'il aura lui-même reçu d'un maître? Or, ce maître, lui-même, a dû être éduqué par un maître, qui avait lui-même été éduqué, etc. Puisqu'il n'existe pas de chef juste par lui-même, qui, sans l'autorité supérieure de la loi, s'abstiendrait par lui-même d'abuser de sa liberté de commander, il n'y a donc pas pour Kant de solution à cette aporie. Aussi conclut-il, je le cite, « Cette tâche, éduquer, est donc bien la plus difficile de toutes, et même sa solution parfaite est impossible. Dans un bois aussi courbe que celui dont est fait l'homme, on ne peut rien tailler de tout à fait droit. » Écrit Kant. L'homme est fait d'un bois tordu. Et donc, aucun tuteur, aucun instituteur ne saurait l'élever droitement. Et aucun ne saurait tailler dans une telle matière un être de droiture. L'analyse de Kant consonne ainsi avec l'affirmation de Freud. Mais l'une et l'autre usent d'une nuance qui ménage peut-être une sortie de l'aporie. Kant suggère en effet qu'une solution parfaite est impossible. Il nous offre donc de trouver la voie d'une solution imparfaite, mais possible, à une tâche qui, elle, est impossible en sa perfection.
le parfait est impossible, le possible est imparfait, toujours imparfait. Éduquer serait alors tailler imparfaitement un bois noueux et courbe qu'on ne peut en réalité ni dresser ni redresser. On peut de cela donner deux interprétations différentes. On peut dire, premièrement, que toute éducation est vouée à échouer en partie et qu'il faut se contenter de réussites partielles. Soit partielles, soit parce qu'elles concernent certains et pas tous, et généralement, évidemment, les moins tordus sont ceux dont l'éducation familiale, en raison de conditions sociales, économiques et culturelles, a produit par avance les conditions extrascolaires de la réussite scolaire. Soit parce qu'elles instillent en tous quelques ferments épars et fragiles d'un esprit civique qui peut éventuellement se réveiller plus tard à l'occasion de telle ou telle épreuve sociale, mais qui n'est pas garanti dans l'existence sociale. Dans un sens comme dans l'autre, est exclue l'idée que l'éducation puisse fabriquer avec succès des êtres assurément civils et conviviaux. Mais aussi est laissée ouverte la possibilité que quelque chose arrive qui relativise l'échec. On peut donc dire, deuxièmement, que l'échec est le mode sous lequel l'éducation se produit, c'est-à-dire, bizarrement, réussit. Or, étrangement, c'est aussi ce que laisse entendre Freud, revenant 12 ans plus tard sur son affirmation de 1925. Car en 1937, il écrit ceci, je le cite, « Il semble presque, cependant, que l'analyse a dans le texte de 37 remplacé le soigné évoqué dans la préface de 1925. Il semble presque, cependant, que l'analyse soit le troisième de ces métiers impossibles dans lequel on peut d'emblée être sûr d'un succès insuffisant. Les deux autres connus depuis beaucoup plus longtemps sont éduquer et gouverner. Il est donc maintenant moins question d'échouer que d'obtenir un succès insuffisant. Et cela semble valoir pour l'éducation ou le gouvernement autant que pour la psychanalyse. On est donc invité, je crois, à comprendre quelque chose de très étonnant et qui mérite toute notre attention. Si gouverner, analyser au sens de guérir, et éduquer sont bien trois métiers impossibles, cette impossibilité ne doit pas être comprise comme un échec absolu, mais comme le mode propre de cette activité. Qu'est-ce donc qu'une activité dont le principe est qu'on la mène en sachant qu'elle échouera ou que si elle réussit, ce sera malgré ou contre ce qu'on aura fait pour qu'elle réussisse. Dans les trois situations évoquées par Freud, gouverner, guérir, éduquer, l'impossibilité n'est certainement pas du même genre. Le psychisme, d'abord, ne saurait remédier à ses propres névroses qui lui sont constitutives. Tout au plus, peut-il parvenir à vivre avec sans trop en souffrir. L'impossibilité tient à ce que l'intrigue d'enfance où se sont noués les complexes ne peut être défaite ou rejouée autrement. Il faut faire avec ce qu'on est. Un bois tordu. La partie a été jouée dans le passé. La donne ne peut plus être changée. La guérison donc échoue à cause du passé irréversible dont est composé le psychisme. Dans le cas
de l'éducation. L'éducation de l'enfant ou de l'élève ne saurait-elle réussir pour une autre raison? La réussite supposerait une transformation conçue en termes d'amélioration et d'accomplissement, projetée cette fois-ci dans un avenir que nul ne maîtrise, ni l'enfant, ni son maître. Le problème est alors insoluble. Ou l'enfant se conforme au modèle qu'on souhaite le voir épouser, et il perd sa libre singularité, ou il résiste et s'affirme singulièrement libre en niant le modèle qu'on lui propose ou qu'on lui impose. Dans les deux cas, l'éducation aura échoué, vouée à manquer ou l'enfant ou le modèle. Qu'en est-il enfin du gouvernement des hommes? Troisième métier impossible. La difficulté là est redoublée. Car les sujets de la politique sont à la fois des enfants polymorphes et des adultes névrosés, qu'on s'efforce ou qu'on feint de considérer comme des sujets autonomes, exerçant délibérément et souverainement leur libre arbitre. Un bon gouvernement suppose des citoyens accomplis. Il suppose que l'éducation ait réussi à les former et que la médecine des âmes ait réussi à les guérir. C'est aussi que le gouvernement des hommes se fait au présent. Un présent qu'on charge lourdement de remédier aux fautes passées, guérison, psychanalyse, et de préparer les bonheurs à venir, éducation. Or, l'éducation échoue et la médecine faillit. Donc, le gouvernement aussi. Dans ces trois cas, cependant, on peut dire avec raison que l'échec est en une autre façon gage d'une réussite. En effet, qui apprend à vivre avec ses névroses est déjà guéri, malgré l'analyste. Qui a su grandir contre l'éducation reçue et grâce aux résistances qu'il y a opposées, aura été bien éduqué, malgré l'éducateur. Qui se conduit en citoyen malgré la corruption des gouvernements et le délitement de la société, sait déjà, en quelque sorte, se gouverner, même s'il ne sait pas pour autant comment gouverner les autres. On se guérit donc en dépit de l'autorité du médecin, on se forme en dépit de l'autorité de l'éducateur, on se conduit en dépit de l'autorité du gouverneur. On le fait à chaque fois en dépit du maître, qu'il soit maître de santé, maître de sagesse ou maître de conduite. Et on le fait contre lui. La psychanalyse, sans doute, recèle la clé de ce succès insuffisant qui transforme en réussite ce que le maître est incapable de produire de lui-même autrement que sur le mode de l'échec. Freud note en effet, dans un article consacré à la question du terme de l'analyse, que celle-ci prend fin, non pas quand et parce que le patient est guéri de sa névrose, mais lorsque celui-ci est en mesure de se substituer au maître, de poursuivre par lui-même, sans le secours de l'analyste, l'analyse dans laquelle il est entré grâce à lui. Aussi devient-il, en quelque sorte, son propre analyste, son propre maître, non pas dans l'illusion d'une souveraineté de soi sur soi qui supporterait une liberté comprise en termes de domination, mais dans le souci de ne pas arrêter le travail qui le rend libre, de ne pas achever le processus d'émancipation qui est le sien et qui, lui, ne connaît pas de terme. Freud nous suggère ainsi qu'à l'image de l'analyse, l'éducation a réussi quand elle a mesuré son échec, qu'elle est terminée quand elle s'est reconnue interminable. Autrement dit, qui a compris qu'il lui revient de poursuivre par soi-même son analyse, celui-là met fin à son analyse, jusqu'alors accomplie sous la gouvernance de l'analyste.
Et lorsque l'élève est en mesure de se passer de l'autorité du maître, lorsqu'il a reconnu qu'il lui revient d'assumer pour lui-même cette autorité que le maître incarnait, il est mis fin à l'éducation du maître, mais pas à l'éducation de l'élève, interminable, elle. C'est aussi pourquoi la fin de tout gouvernement est l'autogouvernement. Et la raison pour laquelle cette fin se fait indéfiniment attendre. La politique, comme la guérison de l'âme et l'éducation de l'enfant, n'en ont jamais fini de poursuivre une fin inaccessible. Leur réussite peut résider dans cet échec. Même s'il est clair que le gouvernement pâtit des faillites de l'éducateur et du médecin, on notera cependant que des trois métiers impossibles, l'éducation cumule les difficultés propres aux deux autres. Car l'éducateur est aussi un gouverneur. Rappelons-nous par exemple que Rousseau demande pour Émile qu'il ait un gouverneur et non un précepteur. Donc l'éducateur est aussi un gouverneur, mais c'est également un guérisseur, un analyste de l'âme, au sens où il doit remédier à un mal structurel. Ce mal n'est pas seulement l'ignorance ou les préjugés dont se nourrit l'enfance, mais aussi et surtout le rejet des normes de la vie collective, dont se soutient chaque existence. Rejet singulièrement revendiqué par l'enfant. Ce refus des normes, alors, nous introduit au deuxième paradoxe, le paradoxe de l'autorité. Le paradoxe de l'autorité. Ce paradoxe de l'autorité, c'est celui d'un respect sans fondement. Le cœur de la difficulté gît ici du point de vue de l'élève, dans la différence de la règle et de la loi. Nul enfant, vous vous en souvenez vous-même, n'ignore les règles, ni non plus le respect des règles. Qu'il s'agisse des règles qui organisent les jeux, et sans lesquelles il sait bien qu'il ne pourrait pas jouer, ou qu'il s'agisse des règles qui structurent les relations humaines quand celles-ci s'imposent au bénéfice de son désir. Car quand le désir n'est pas contrarié, la vie sociale apparaît aussi comme un jeu pour l'enfant. Et chacun se souvient que l'enfant qu'il était, conduit par son désir à inventer un jeu, commençait par en inventer les règles. En revanche, et fort heureusement, tout enfant résiste à percevoir, à admettre et à reconnaître l'autorité de la loi, quand celle-ci ne se justifie pas de la réalisation du désir. C'est-à-dire jamais. Or, la loi qui régit les relations sociales et politiques au sein de la communauté humaine est en effet au contraire, par définition, ce qui réfrène le désir particulier et suspend la volonté arbitraire. Comme le dit Kant, la loi prévient les abus de la liberté au détriment de ses semblables. On dira donc que la règle autorise le désir en lui donnant satisfaction, alors que la loi le contredit en différant cette satisfaction. Aussi faut-il un fondement à la loi, au nom duquel on la respectera pour son autorité supérieure à l'impériosité des désirs. Mais quel est ce fondement ? Eh bien, le paradoxe auquel est confrontée l'école est qu'elle ne peut asseoir l'autorité de la loi ni sur l'amour parental, comme le fait la famille, ni sur le consentement délibéré, comme le fait en principe la communauté politique. Pourquoi ? Parce que l'école est cet espace intermédiaire qui se loge entre l'espace privé de la vie familiale, où l'autorité est reconnue aux parents, et l'espace public de la vie sociale et politique, où l'autorité procède d'un accord contractuel implicite. L'école
ne saurait donc recourir aux fondements privés pour asseoir l'autorité, et elle ne saurait non plus faire comme si elle avait déjà affaire à des citoyens supposés consentants à l'autorité publique. À la maison, on ne demande pas à l'enfant de consentir, on lui demande seulement d'obéir. Mais dans la cité démocratique, on ne demande pas aux citoyens de se soumettre à une force extérieure qui s'imposerait à lui, on lui demande de consentir à l'autorité à laquelle il doit s'obliger. Pris donc entre une inclination pour le désir dont il est l'objet à la maison et la crainte de la colère parentale, l'enfant est contraint d'obéir, mais il est disposé à le faire. Dans la cité, pris entre un consentement supposé acquis à la loi et la crainte de la sanction légale, le citoyen est obligé d'obéir à la loi, alors même qu'il est constamment tenté de l'enfreindre. Et Rousseau nous a appris que là où nous sommes contraints, nous ne sommes pas obligés, mais que là où nous sommes obligés, nous ne sommes pas contraints. Or, à l'école, il semble que la contrainte soit contre-productive, tandis que l'obligation n'est pas encore effective. Parce que l'école est cet intermédiaire, cet espace intermédiaire entre la vie privée et la vie publique, et qu'elle n'est ni l'une ni l'autre, elle est donc exposée à cette difficulté de ne pas pouvoir fonder l'autorité sur la contrainte subie, qu'autorise l'amour familial, mais de ne pas pouvoir non plus prendre pour acquis ce à quoi elle doit faire accéder l'élève, à savoir l'obligation d'obéir procédant d'une autorité admise par consentement à la puissance publique. Dans la relation familiale, soutenue par l'amour, l'autorité parentale peut imposer naturellement le respect des règles de la vie commune. Qui aime bien, châtie bien, dit la sagesse populaire. Dans la relation sociale, régie par les lois édictées par l'autorité publique, les forces de l'ordre, comme on dit, ont pour mission de faire respecter les lois quand le citoyen ne parvient pas à s'obliger lui-même à ce respect. Le monopole étatique de cette violence lui confère sa légitimité. Dans les deux cas, donc, l'autorité est fondée, le respect est dû. La force d'application comme la puissance de sanctionner les infractions sont légitimes, dans la famille et dans la société. D'un cas à l'autre, on voit bien que la faiblesse de l'enfant consonne avec ce qui fait la force du citoyen, car la dépendance du premier rencontre l'autonomie du second, dans leur égale observation de l'autorité et leur égale soumission à la puissance qu'il exerce. Mais, entre ces deux univers constitués, dans l'espace intermédiaire de l'école, quelle instance fonde l'autorité? Quel motif soutient le respect de la loi? Quelle puissance justifie le droit d'imposer et de punir? Bref, à l'école, qui peut avoir une autorité? Quelle autorité cette instance peut-elle avoir? Au nom de quoi ferait-elle autorité? Comment, enfin, une telle autorité pourrait-elle s'exercer, exercer son efficace sans se contredire? Tout est réuni pour que ce ne soit pas possible. Nul, me semble-t-il, mieux que Hannah Arendt, n'a perçu le paradoxe de l'autorité scolaire. En son sens strict, l'autorité obtient l'obéissance, fait-elle valoir, sans avoir à recourir aux moyens de la coercition. Mieux, le recours aux moyens de coercition dénonce l'autorité du maître en manifestant qu'il n'est pas obéi pour lui-même, mais en raison des contraintes qu'il impose à l'élève. On dira donc que celui qui fait autorité n'a jamais à être autoritaire. Et que celui qui doit être autoritaire, qui ne peut pas faire autrement,
prouve par là son absence d'autorité. Mais qu'est-ce qui fonde une autorité telle qu'elle est dispensée d'user de la violence? Une autorité telle, donc, qu'elle s'impose sans nécessité, mais aussi sans contestation possible, c'est-à-dire sans raison, sans argument. Ce ne peut être l'amour, indiscutable, comme dans la famille, ni le consentement contractuel, toujours discutable, lui, comme dans la société. Mais ce n'est pas non plus, comme on le dit souvent, le savoir ou la compétence. Même évidemment si l'un et l'autre sont indispensables à l'estime qu'un élève peut avoir pour un enseignant. Car l'un et l'autre, c'est-à-dire le savoir et la compétence, sont discutables. Comment donc une autorité peut-elle alors être indiscutable sans supposer le lien d'amour? La réponse arendtienne est la suivante. Le véritable fondement de l'autorité est que le maître est le représentant du monde, qu'il est aux yeux des nouvelles générations d'élèves le responsable de ce monde auquel ils vont accéder, qui les a précédés dans l'histoire et qu'ils auront pour mission de porter vers un avenir. Cette position du maître est indiscutable. Elle force le respect, comme on dit. Fait indiscutablement autorité, donc, celui qui, dans sa conduite, porte et apporte avec lui la charge du passé, l'expose au présent, l'offre à un avenir. La transmission requiert l'autorité. L'autorité s'autorise, si je puis dire, de cette responsabilité qui est la sienne, à savoir transmettre. On peut alors reformuler le paradoxe de l'autorité et en déduire une difficulté spécifique à l'école. Le paradoxe s'énonce comme suit. L'autorité impose le respect, mais le respect suppose l'autorité. L'autorité ne fait autorité que si on reconnaît qu'elle est respectable et donc qu'elle fait autorité. Bref, elle ne fait autorité que si elle est reconnue comme faisant autorité par ceux sur lesquels elle s'exerce. Il y a là, certes, une dialectique de la reconnaissance, mais aussi, en réalité, une véritable énigme, puisque le ressort de ce respect n'est autre que la reconnaissance du caractère respectable de la dite autorité. La difficulté en découle. L'école n'est pratiquement plus aujourd'hui le lieu d'exercice d'une telle autorité, c'est-à-dire d'une telle reconnaissance. Elle ne l'est plus, pas seulement parce qu'en elle se rencontrent des élèves qui ne sont pas sensibles à la responsabilité pour le monde supposément portée par les enseignants ou les éducateurs, pas seulement non plus parce que les 10 maîtres ne se sentent plus investis de cette responsabilité qui force le respect, mais elle ne l'est plus parce que la société moderne, soumise aux impératifs d'une globalisation néolibérale commandée par la course au profit, ne laisse plus à l'école le loisir, la scolée, d'être ce lieu où une responsabilité pour le monde se transmet de génération en génération. Et ça renvoie exactement à ce qu'a dit Yann Meslin hier soir. L'école a cessé d'être l'espace intermédiaire entre la famille et la société pour devenir en même temps et de manière contre-productive une extension de la famille, on y veut de l'amour, et une antichambre de la société, on veut du consentement. Alors qu'elle s'interposait entre
la vie privée et la vie publique, elle est devenue le milieu brouillé d'une vie privée de monde érigée en règles de vie collective et d'une vie commune privée de liberté et soumise aux injonctions du conformisme social. L'école est aujourd'hui sollicitée pour produire quasi exclusivement des êtres adaptés aux normes de la productivité et de la rentabilité économique. Elle est une machine d'adaptation économique pour des êtres réputés asociaux. Difficile alors d'attendre d'une telle institution qu'elle soit en mesure de former des citoyens. D'une part, elle ne saurait cultiver le respect chez des élèves que les technologies du conformisme social ont rendu insensibles à l'autorité et à la responsabilité, à force de les exposer à la contrainte et de les inciter à la démission. Et d'autre part, elle ne saurait les éduquer à autre chose que ce qu'elle est devenue elle-même, c'est-à-dire une industrie d'assujettissement soumise aux normes des agences de notation. Martha Nussbaum a démontré dans son ouvrage « Not for Profit, Why Democracies Need the Humanities » le caractère contre-productif des institutions d'enseignement, de l'école alimentaire jusqu'à l'université, commandé par la logique du profit et l'unique souci de fabriquer un homo economicus défini par sa seule fonction laborieuse. Je n'insiste pas. C'est le constat que tout le monde fait tous les jours. Je retiens en revanche l'alternative philosophique qui sous-tend l'opposition entre une scolée dévolue à l'expérimentation libre d'un rapport personnel au savoir et au monde, et une entreprise de fabrication d'êtres fonctionnels dans un univers économico-social soumis au principe du rendement. De manière brutale, cette alternative s'énonce ainsi. Soit le libre apprentissage d'une liberté de penser et d'agir au contact énigmatique de l'autorité d'un maître responsable et respectable, soit le formatage industriel d'êtres conformes et fonctionnels au sein d'une économie généralisée des besoins sociaux. Même si les conditions ne sont plus nulle part réunies pour qu'une telle idée des humanités trouve encore à se déployer, il est évident que seule la première branche de cette alternative est en mesure, non sans difficulté, de laisser advenir des personnes civiles et soucieuses de la liberté. Cependant, la condition d'une telle advenue est encore paradoxale en elle-même, puisqu'il revient à l'institution scolaire de former par la discipline une liberté qui la conteste. Mais c'est peut-être ce dernier paradoxe, le paradoxe de l'émancipation, qui livre l'enjeu politique fondamental de l'éducation des citoyens et qui nous permet de nourrir encore quelque espoir sur l'avenir de nos établissements d'enseignement. Examinons donc pour finir ce troisième paradoxe, le paradoxe de l'émancipation. Apprendre sa liberté, c'est-à-dire prendre sa liberté. On ne doit pas ici se tromper de problème. L'inéluctable détournement des institutions d'enseignement à des fins exclusivement professionnalisantes, selon la logique du profit, ne doit pas nous laisser penser que le problème serait de trouver des ajustements politiquement corrects à la demande sociale d'un formatage économique. Un tel ajustement ne peut au mieux que produire des fonctionnaires, pas des citoyens. Comme l'a fortement établi Hegel, le civisme n'est pas l'adaptation économique à un système de besoins doublé
de l'adaptation fonctionnelle aux organes de la société civile. Le civisme, c'est la subordination de la poursuite des fins individuelles à la considération de la communauté politique que l'État est supposé porter à son accomplissement. Nul besoin de souscrire à l'idée hegelienne de l'État pour reconnaître que le plan politique de la concitoyenneté ne se réduira jamais à l'ordre social d'une complémentarité fonctionnelle et d'une interdépendance économique. Non. Le problème philosophique auquel nous sommes confrontés est autre et il est plus radical. Comment l'institution scolaire est-elle capable de porter la charge d'une émancipation alors qu'elle recourt à des méthodes coercitives et s'épuise dans une gestion policière des collectifs d'élèves? Ou pour le dire autrement, comment l'assujettissement que produit l'école pourrait-il être le lieu et le mode d'un apprentissage de la liberté, d'une accession à l'autonomie, bref, d'une subjectivation libre? On est ici confronté au paradoxe de l'émancipation. Comment une institution coercitive pour laquelle l'autorité a cessé d'être un motif de respect peut-elle former des sujets libres? Comment un être triplement dépendant par son insuffisance à l'égard de ses parents, par son ignorance à l'égard de ses maîtres et par sa minorité à l'égard de la société tout entière, comment cet être triplement dépendant peut-il être conduit à faire l'expérience de sa liberté? Et qui plus est, puisqu'on se soucie ici de la citoyenneté, comment peut-il être amené à faire l'expérience de sa liberté comme ce qui l'oblige au respect des autres? L'école, a-t-on dit, a cessé d'être un espace intermédiaire entre la famille et la société politique. L'autorité qui s'y déploie n'est pas supposée obéir aux logiques familiales ou politiques, encore moins aux impératifs économiques. C'est pourtant ce qu'il est advenu d'elle. Mais il faut encore ajouter autre chose. L'école n'était pas seulement un espace entre deux autres, la famille et la société, c'était aussi, et c'est encore, qu'on le veuille ou non, le lieu de passage de la famille à la société. Soit ce passage est compris uniquement en termes fonctionnels et l'école devient une institution d'adaptation sociale et économique, et c'est le paradigme en passe de devenir exclusif aujourd'hui, dans le monde entier. Soit ce passage est compris comme l'apprentissage de ce qui est requis pour une vie politique et pas seulement économique. Et dans ce cas, sa mission n'est pas de fabriquer un individu fonctionnellement adapté à la société économique, mais elle est de faire éclore une liberté politique. Une liberté rétive à toute pression sociale, mais une liberté pourtant attentive à toute obligation civile. Ce qu'elle est, par définition, incapable de former ou de fabriquer. L'école est en ce cas une institution animée d'une mission aussi impossible qu'indispensable. Favoriser l'émancipation des êtres humains. Le seul apprentissage de la citoyenneté est celui qui résulte d'une émancipation à l'égard de toute tutelle. Mais, paradoxalement, une émancipation à l'égard de toute tutelle qui est en même temps la reconnaissance d'une obligation envers les autres, ou plutôt d'une obligation envers leur propre liberté. Autrement dit, apprendre à être citoyen, c'est apprendre à être libre en apprenant ce qui est dû à la liberté de ceux avec qui on doit vivre et avec qui on doit agir. L'apprentissage de la liberté est l'apprentissage en réalité du lien de la liberté. Seul ce lien
avec les autres. Seule cette obligation envers la liberté d'autrui que m'impose ma propre liberté peut dignement porter le nom de citoyenneté. Le paradoxe alors se dédouble. Non seulement l'homme a besoin d'un maître qui l'émancipe, comme disait Kant, mais il faut aussi ajouter que le fruit de cette émancipation est de substituer à la tutelle récusée du maître, non pas la souveraineté de l'affranchi, mais son obligation envers la liberté d'autrui. Autrement dit, l'apprentissage de la liberté devient l'apprentissage de l'obligation. C'est ici, me semble-t-il, que la voie ouverte par Freud de la différence entre une éducation terminée et interminable prend sens. S'il est quasiment impossible à l'école de former de toute pièce un être émancipé, alors la formation qui s'achève sur un échec de l'école se convertit en réussite à condition d'avoir fait éclore en l'élève, au sein du système disciplinaire et coercitif, le double sentiment conjoint d'une liberté rebelle aux contraintes et sensible aux obligations. Double sentiment qui limite en même temps, dans le même mouvement, la lâche servilité envers l'autorité extérieure des normes et l'orgueilleuse prétention à une souveraineté se croyant dispensée d'obéir à la loi. Il est cependant extrêmement difficile de penser la manière dont l'apprentissage d'une liberté politique, qui est en même temps apprentissage d'une obligation civique, peut éviter d'être en réalité un assujettissement. Comment, en effet, dans les conditions scolaires, amener l'élève à produire de lui-même l'opération d'affranchissement de l'autorité familiale et l'opération de production d'un nouveau régime de vie commune, sans le déterminer de façon normative à se soumettre aux normes déjà constituées d'une vie sociale à venir à laquelle il doit se préparer. Telle est pourtant la tâche impossible de l'éducation. Éduquer revient à produire l'élève comme producteur de règles, mais aussi à faire de lui en même temps l'opérateur de son auto-assujettissement à ces règles. Comment l'école pourrait-elle, tout en évitant de produire des êtres assujettis, fabriquer des êtres s'auto-assujettissant aux règles qui conditionnent leur liberté? Comment peut-elle élever des êtres libres si elle les produit, les façonne, les configure pour cette liberté, dont le contenu est précisément le refus de se voir configuré autoritairement ou de se voir défini par la nécessité de s'auto-assujettir? Il y a là une véritable aporie. On ne sort peut-être de cette aporie que d'une seule façon, par le renoncement. Quel renoncement? En renonçant à penser l'éducation comme une fabrication, un façonnement, une production-reproduction. En renonçant à penser la communauté humaine comme un ensemble bien ordonné auquel intégrer l'élève. En renonçant à concevoir la liberté dans le sillage de la souveraineté. Triple renoncement au modèle pédagogique du façonnement, au modèle politique d'une société ordonnée, harmonieuse et intégrative, au modèle conquérant d'une liberté conçue en termes de souveraineté, de domination de soi. C'est-à-dire en renonçant à concevoir l'élève comme un objet ou un sujet à fabriquer ou à produire selon une norme ou une forme finale. En renonçant aussi en même temps à projeter la figure d'une communauté parfaite ou idéale ou accomplie à l'horizon de l'éducation. Car l'idée d'un façonnement réussi de l'élève
est indissociable de celle d'un façonnement accompli de la communauté humaine ou de telle société particulière. Or, l'éducation échoue quand elle se donne pour fin de configurer la communauté bien ordonnée en produisant des êtres intégrés à la dite société. Et l'émancipation échoue quand elle se donne pour fin de conduire, d'élever l'élève à hauteur de cette communauté bien ordonnée. Donc, pour que l'éducation n'échoue pas entièrement dans sa tâche d'élever un être humain et de former un citoyen ou une citoyenne, il lui faut renoncer à jauger le civisme à l'aune d'une communauté réconciliée avec elle-même et à vouloir y approprier les êtres. Alors, en échouant à former le citoyen parfait d'une communauté parfaite, elle aura, peut-être, contribué à libérer l'élève des tutelles et des normes qui entravent sa liberté, tout en lui indiquant l'obligation qui le lie envers celles et ceux qui, affranchis comme lui, n'ont aucun droit de prétendre exercer une tutelle sur lui. L'affranchissement à l'égard des tutelles est aussi une libération à l'égard de la souveraineté elle-même. Celui-là aura appris à être libre, qui aura non seulement désappris de servir, mais aussi désappris de commander, de se commander et de commander aux autres. Il aura désappris la souveraineté en même temps que la servitude. Il aura fait l'épreuve d'une liberté sans pouvoir. Et cette épreuve de la liberté sera indissociable d'une certaine épreuve de la liberté d'autrui, de ce qui, au nom de la liberté qui nous est commune, est dû aux autres. Sans doute est-ce là le commencement du vivre ensemble dont l'école ne saurait plus être le lieu si elle sombre dans l'affairement des fonctions et des places, au motif de préparer les élèves à une société qui n'a pas besoin d'elle pour cela. Je conclus, sans conclure. Peut-on, pour terminer, indiquer ce qu'implique au sein de la relation pédagogique un tel renoncement aux figures conjointes d'une communauté bien ordonnée et d'une souveraineté orgueilleuse? Un renoncement à l'idée d'une éducation conçue comme un façonnement normatif des êtres. L'implication est double, selon que l'on considère le problème du point de vue de l'élève ou du point de vue du maître. Renoncer à penser l'éducation comme façonnement implique d'abord de s'adresser à l'élève comme à un être en puissance de devenir autre chose que ce qu'il est, certes, mais selon une puissance qu'il est le seul à pouvoir activer et actualiser. Non pas faire de lui quelque chose, mais le mettre en situation de pouvoir faire ou ne pas faire de lui-même quelqu'un. Si l'on prête attention à cette formule, elle signifie que les conditions de réussite de l'éducation absolument respectueuse de la liberté de l'élève sont aussi les conditions de l'échec de l'institution scolaire et du travail du maître. Il faut accepter ça. Au regard de l'enseignant, le renoncement au modèle fabricateur de l'éducation implique de considérer le maître non comme celui qui dispense un savoir, pas non plus comme celui qui guide le développement de l'enfant. On reconnaît là les termes d'une vieille querelle qui a opposé en France les tenants d'une instruction républicaine à ceux d'une éducation civique, mais comme un pôle d'altérité investi d'une responsabilité qui ne tient ni à son savoir, ni à son positionnement dans la hiérarchie des places, ni même à ses compétences de gouverneur, de précepteur ou d'instituteur. Une responsabilité qui procède de l'altérité asymétrique, dirait Lévinas, dans laquelle le maître se tient vis-à-vis de l'élève. Cette altérité non conquérante, non souveraine, non autoritaire, non normative, qui m'oblige et me hisse
dont parle Lévinas, est peut-être ce que Arendt a par ailleurs nommé pour sa part autorité. Un pouvoir d'augmenter, de faire croître une liberté humble et serviable, paradoxal privilège d'un maître ignorant et impuissant. Comme vous le voyez, je ne réponds que très imparfaitement, pour ne pas dire pas du tout, et de façon décevante, à la question initiale, qu'attendre d'un métier impossible? Si je devais résumer cette réponse, je dirais qu'on peut certes attendre un résultat de l'éducation du citoyen à l'école, mais à certaines conditions. Que le maître, les enseignants, l'institution scolaire dans son ensemble, ne s'imagine pas formater, fabriquer de toutes pièces un citoyen docile conforme à un modèle préconçu de citoyen idéal. Que l'école renonce à l'idée qu'elle a pour fonction de fabriquer une société de citoyens normaux, libres et heureux dans une société normale. La société n'est pas normale, nous ne sommes pas libres et moyennement heureux. Bon. Que l'élève, lui, renonce au mythe qui lui est fortement inculqué par toute la société, d'une souveraineté qui serait gage de sa liberté. Ce sont là des naïvetés, je crois qu'elles sont dangereuses. Plus ces deux visées, forger un citoyen docile dans une société pacifiée, réconciliée avec elle-même, etc., se concrétisent, et plus elles manqueront leur objet, et plus elles tueront les libertés d'obligation, qu'on ne peut favoriser qu'en acceptant le risque de violences insupportables. Et plus elles donneront naissance à de petits souverains insignifiants et possiblement dangereux. Non. Seuls, me semble-t-il, l'exemple et l'usage peuvent, au sein de l'école, rendre la convivialité scolaire plus désirable que les bénéfices immédiats des violences devenues routinières. L'exemple, parce que seule une école structurée dans son organisation et son fonctionnement, comme une communauté d'agents, autant soucieux de leur liberté que de celle des autres, peut donner à voir concrètement, à éprouver sensiblement et esthétiquement, si je puis dire, cette convivialité scolaire. Seule, elle peut la manifester. Et conjointement, seule une autorité non souveraine et une magistralité, un magistère non dogmatique, peuvent manifester une liberté en acte, respectueuse de l'élève et de sa turbulence, de son ignorance, de ses refus. C'est uniquement à condition que les cadres, les enseignants, le personnel de service, l'administration, témoignent eux-mêmes dans leur conduite du changement qu'ils souhaitent pour les élèves, pour paraphraser la fameuse formule de Mahatma Gandhi, « Be the change you want to see in the world ». C'est donc seulement à condition que les cadres témoignent eux-mêmes dans leur conduite du changement qu'ils souhaitent pour les élèves, qu'ils inciteront ces élèves à mettre eux-mêmes en pratique, entre eux, cette convivialité recherchée. L'usage, donc, aussi, puisque seule une pédagogie qui implique l'élève peut prétendre lui apprendre à être lui-même dans le respect de ses semblables. La liberté ne s'enseigne pas, elle se pratique. La règle, le respect prescrit. Seulement enseigné sur le mode de l'injonction, il ne produit que le dégoût de servir. Seule donc une pratique respectueuse des rapports entre semblables et entre dissemblables peut faire naître le respect, comme un rapport à la liberté et non comme sa limitation. Peut-on en dire plus sans venir soi-même usurper la position du maître de conduite, de sagesse et de vérité? Non. Je termine, on n'éliminera jamais entièrement la violence de l'école, ni dans les rapports maître-élève, ni dans les rapports des jeunes entre eux, car le bois dont l'être humain est fait est courbe et noueux, a dit Kant. Et c'est quand même Kant qui l'a dit, quoi. Mais la transposition de la violence destructrice dans des conflits parlés, des conflits discutables, compose déjà cette imparfaite réussite qu'évoquaient Kant et Freud. Car il peut toujours arriver qu'ici ou là, le non-sens de la violence apparaisse de façon flagrante au regard du sens extraordinaire que recèle une civilité ordinaire. Je vous remercie de votre attention.
Muito obrigada, Etienne, pela sua apresentação. E eu vou, então, agora abrir a palavra, né, para os participantes aqui. Dar um tempinho para ir formulando as questões. Isso. Professeur Tassin, merci beaucoup pour votre conférence. Je vais parler em português. Sim, sigo em português. Ao final da sua fala, me chamou a atenção a citação a Emmanuel Levinas, na dimensão da alteridade. E, se for pertinente ao tema, eu gostaria que o senhor expusesse um pouquinho mais como o senhor vê essa contribuição, quando, especialmente no Totalidade e Infinito, e isso vai aparecer em outros textos também de Levinas, ele utiliza a ideia de docência, não numa perspectiva de teoria do ensino, mas a respeito da própria ética, como uma inversão. É o outro que me ensina. Não sou eu que ensino algo ao outro, mas é o outro que me ensina. Numa relação que ela é eminentemente de linguagem. E o próprio Levinas justamente faz uma crítica muito forte, que também está presente na sua conferência, não sei o quanto isso se atribui a Levinas, que foi citado ao final, mas de que toda relação de totalidade ou toda relação de Estado, ela sempre é uma relação violenta. Então, toda vez que a escola pretende ser alguma totalidade formativa, ou toda vez que a escola pretende garantir alguma finalidade, quer seja a formação do cidadão, a garantia da ordem social, isto seria uma violência. Levinas não fala da escola, não é o foco, mas eu percebi essa possibilidade de aproximação na sua conferência, e se o senhor julgar pertinente, eu gostaria de ouvi-lo um pouco mais sobre isso. Vamos juntar mais questões, né? Mais duas questões? Muito obrigado pela conferência. São duas perguntas assim ingênuas, né? Na verdade. A primeira é assim: quando o senhor fala como dessa tarefa impossível, mas ao mesmo tempo iniludível, né? Da educação. Como isto se relacionaria com aquela consigna de maio de 68 de fazer o impossível? Outra questão a propósito de quando relacionando a psicanálise, né, em Freud, quando o senhor fala de aprender a viver com suas neuroses, né? Como isto talvez poderia levar a pensar em algo impossível, que seria uma educação, Heimlich, sim? Uma educação, Heimlich, ou seja, uma educação ao mesmo tempo próxima e alheia, uma educação que poderíamos chamar infamiliar, uma educação que poderíamos chamar sinistra, né? Com algumas quase traduções dessa palavra, Heimlich, como uma possibilidade de aceitar essa condição humana, né? Que, pese a ser tão pesada, é ineludível. Obrigado. Mais alguém nessa rodada para fechar? Então, vou fechar essa primeira rodada aqui.
Je vous remercie tous les deux pour des questions difficiles et lourdes. J'ai cité Lévinas d'abord à la fin, un peu par hommage et parce que je me suis dit, au fond, tout ce que tu racontes, il l'a déjà raconté. Mais vous avez raison dans le renchérissement que vous avez fait de la dimension lévinassienne. Il me semble que l'idée lévinassienne du rapport asymétrique convient exactement à la position du maître du magistère, du maître d'école, du maître d'école. Car elle désigne à la fois une altérité du maître, qui est une altérité pourtant sans souveraineté. C'est-à-dire qu'une altérité sans souveraineté, ça correspond, me semble-t-il, à peu près à ce que Arendt désigne, elle, comme la position d'autorité du maître, du magistère. C'est pour ça que j'avais, comme ça, fait référence à Lévinas. Mais, non seulement l'école, alors si on veut aller plus loin, non seulement l'école est entre la famille et la société et à charge de faire passer de la famille à la société, mais on pourrait dire aussi que du coup, elle est entre l'éthique et la politique. Entre la relation je-tu, qui est prédominante au sein de la famille, soutenue par la relation d'amour, et la relation je-tu-il, qui s'expérimente au sein de l'institution scolaire. Or, Lévinas indique que la différence entre l'éthique et la politique est dans le passage d'une relation je-tu à une relation qui ajoute à cette relation le tiers, il, puisqu'en effet, il faut être capable non pas simplement de se sentir l'obligé de l'autre, mais il faut aussi être capable de rendre justice à tous les autres. Et c'est là où je crois que votre remarque est très juste, c'est que s'il y a d'un côté dans la relation je-tu une sorte de surenchère de l'amour, il y a de l'autre côté dans la relation je-tu-il, dont l'État est l'institution qui la réalise, une surenchère de la violence. Et toute la difficulté de l'école, c'est qu'il faut en quelque sorte apprendre à l'enfant à conserver toute la puissance d'amour de l'éthique, tout en introduisant dans le monde de la violence et de l'injustice, qui est l'univers dont l'État a la charge. Et c'est pour ça, me semble-t-il, que la posture d'un maître sans pouvoir, d'un maître sans domination, mais d'un maître qui n'est pas pour autant objet d'amour, d'un maître qui tient son existence du fait qu'il a consacré sa vie à assurer la transmission. C'est-à-dire qu'il a consacré sa vie à dire à des jeunes générations « Je suis la clé d'entrée dans un monde de vieux, et bientôt les vieux, ce sera vous. Donc, ce sera à vous de transformer le dit monde. » Voilà. Cette posture-là étrange, qui est la posture du maître, je crois qu'elle correspond en effet à la fois à ce que Lévinas développe d'un côté et à la fois à ce que Arendt élabore de son côté. Le mot d'ordre de mai 68, auquel je suis très attaché, c'est « Soyez réaliste, demandez l'impossible ». Et ce mot d'ordre-là définit très exactement, pour moi, l'utopie. L'utopie ne consiste pas à projeter dans un avenir improbable la figure d'une société parfaite. L'utopie consiste à dire la posture la plus réaliste, c'est de se tenir toujours dans la position de l'impossible, d'assumer l'impossible. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a dans la formule de Freud disant
éduquer, soigner, gouverner sont 3 métiers impossibles, il y a une intelligence inouïe. Parce que en disant ça, il ne nous dit pas qu'il faut y renoncer. Il dit que nous sommes voués à l'impossible. Et donc je crois que il nous faut, c'est au fond la responsabilité que nous prenons, c'est qu'il nous faut transformer cette sorte de condamnation à devoir faire un métier impossible en un désir réaliste de l'impossible. Oui, on va éduquer. Oui, on va gouverner. Oui, on va essayer de soigner. Et si on n'avait pas ça, c'est-à-dire si on n'avait pas ce réalisme puissant de dire tenons-nous toujours à l'impossible, mais vous imaginez dans quel monde de technocrates nous vivrions. C'est quand même celui dans lequel on va à fond. Donc oui, il est urgent de demander l'impossible. Ça, je crois que c'est... Je vous remercie d'avoir fait ce rapprochement. Je ne l'avais pas en tête, mais... Quant à l'école, est-ce qu'elle serait... On peut imaginer une éducation, une Heimlich. Est-ce qu'on peut imaginer une éducation non familiale? En un sens, oui. C'est-à-dire le Heimlich de Freud, c'est quand même qu'en français, on évoque en disant l'inquiétante étrangeté. L'inquiétante étrangeté. Si vous vous rappelez, si vous étiez là hier soir, la description que j'ai trouvée formidable que le conférencier Jan Meschlin a fait hier de la grotte en disant, dans la grotte, les peintres de l'art rupestre prenaient de la distance avec le monde, mais en mettant le monde à portée de la main. Qu'est-ce que c'est que cette étrange relation de se distancier et de se donner à portée de la main? Sinon, précisément, cette inquiétante étrangeté, c'est-à-dire le monde nous est à la fois étranger et en même temps, donc il est inquiétant parce qu'il est étranger, mais en même temps, il l'est dans une sorte de familiarité. Sinon, on s'en foutrait. On ne s'en occuperait pas. Donc, je pense que, voilà, effectivement, dans l'école, il y a cette fonction-là de dire à des enfants, vous ne connaissez du monde. Alors, c'est très compliqué parce que, bon, de dire à des enfants, vous ne connaissez du monde que ce que le foyer privé, le foyer privé de la famille vous en a fait connaître. Il faut que vous vous détachiez de ce monde-là, de ce monde privé, pour accéder à un authentique monde, et en tout cas qui est vrai ou authentique, simplement parce que cet autre monde, c'est le monde de tous les autres. Il est partagé par tous les autres, pas simplement par ceux qui ont les mêmes valeurs que vous, qui honorent les mêmes dieux que vous, qui mangent les mêmes nourritures que vous, etc., mais par d'autres qui mangent des trucs incroyables, qui honorent des dieux ahurissants, qui ont des valeurs qui pourraient vous paraître repoussantes. Il faut faire monde avec cela. Donc, c'est quand même incroyablement étranger, c'est une étrangeté inquiétante, et en même temps, c'est ce monde-là qu'il faut tenir à portée de main. Donc ça, il me semble qu'ici, il y a quelque chose de fondamental, c'est-à-dire de construire ce décalage, cet écart, par lequel nous nous désidentifions de nos attachements originaires, nous rendant par là un peu étrangers, pour être capable d'avoir ce que j'ai appelé là cette liberté d'obligation envers autrui, c'est-à-dire de dire même ton Dieu à toi, il peut faire partie de mon monde. Voilà. Et ça, c'est très important parce que c'est aussi comme ça qu'on court-circuite toutes les sottises qu'on a entendues sur le choc des civilisations, etc., etc. Bon. À l'école, les choses vont se jouer autrement. Voilà. Se mettre à l'écart du monde et le tenir à portée de main. Bon, ça, c'est un peu, me semble-t-il, ma version ce soir du Unheimlich freudien. Bon, c'est un peu simpliste, j'en conviens. Então tá. Mais uma pergunta. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Etienne.
de ter vindo e ter feito essa conferência para a gente. Mas a pergunta, na verdade, é mais um pedido. Eu queria te ouvir sobre um assunto, né? Você evoca diversas vezes o conceito arendtiano de autoridade, né? Em Arendt, digamos aqui, a dissolução, pelo menos de um modo típico de autoridade, que é a autoridade romana, é inseparável do enfraquecimento ou da dissolução da tríade: autoridade, tradição e religião. Na medida em que a autoridade, por exemplo, de um educador, na Roma antiga, adivinha da autoridade que o passado tinha, né, naquela civilização, a autoridade da fundação, da religação com a fundação. Então, de alguma maneira, me parece que em Arendt ali, né, nessa forma peculiar de autoridade do mundo antigo, essa autoridade se enraizava no passado como um tempo que ilumina o presente, né? Que traz ao presente experiências comuns e compartilhadas, né? Parece-me que a ideia iluminista do progresso fundou a autoridade do educador sobre novas bases, né? Ele já não educa mais para que os seus alunos sejam dignos dos seus antepassados, para que o passado ilumine o presente, mas ele passa a educar para o futuro, né? A ideia de que a educação será algo que vai fabricar, entre aspas, um futuro, né? Seja qual for esse futuro, uma utopia tecnológica, a superação da luta de classe, seja qual for. Então, se lá o que autorizava o educador era o passado, ele fazer parte desse passado, no mundo moderno, o que o autoriza é a fé que esse mundo moderno tem no futuro, no progresso. E o que eu queria te ouvir é como que você pensa o desafio ou a aporia de um educador imerso num tempo que já não crê mais que o passado possa iluminar o presente, mas que também já não tem mais fé no futuro, né? Eu poderia evocar, por exemplo, as pichações punks, né, do No Future, né? Eu acho que essa é uma sensação crescente na nossa sociedade. E que talvez, cuja marca para um importante pensador da história, né, o François Hartog, a marca do nosso tempo seria o presentismo, né? Você evocou uma pichação de maio de 68, eu queria evocar outra, né, que é o espelho do presentismo, que é quando eles pichavam nas paredes tout de suite, né, que seria mais ou menos tudo já, agora, né, tudo já. Então, não sei, me parece que para o François Hartog o regime de temporalidade que marca a nossa era é o do presentismo. Como seria possível a ideia da transmissão, que está no centro da sua ideia de educação, numa era do presentismo, né? Porque transmissão sempre pressupõe esse diálogo entre o passado e o futuro, né? Ou não sei se você acha também que a ideia do Hartog, que a gente viria um presentismo, não se aplica, não sei, mas eu queria te ouvir um pouquinho nessa direção, sobre transmissão numa época que valoriza, sobretudo, o presente. Tem mais já alguma pergunta ou podemos já ouvir a resposta? Nenhuma. Merci, merci José. Il faudrait que je réfléchisse à une deuxième conférence pour répondre à cette question. Merci. Merci. Bon, je comprends très bien. C'est un vrai problème. Je suis totalement en désaccord avec la notion de présentisme. Parce que elle est construite comment, cette notion de présentisme? Elle est construite par référence
à l'idée que si l'on honore certaines valeurs du passé, c'est le passéisme, et que si on est tout entier projeté dans les figures du progrès à venir, c'est le futurisme. Donc, entre un passéisme rétrograde, un futurisme projectif, on aurait au milieu un présentisme qui dirait tout de suite. Bon. Oui, c'était aussi sur les murs de mai 68, et moi je suis très d'accord pour cet infantilisme-là, tout de suite. Parce que c'est un énoncé d'enfant, ça. Il faut avoir moins de 7 ans pour dire tout de suite. Bon. Et mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est pas parce que on honore certaines valeurs du passé qu'on est passéiste. C'est pas parce que on est soucieux d'un certain progrès de l'humanité qu'on est dans le futurisme. Il faut dissocier, je crois, les postures idéologiques de la situation réelle de nos expériences. Comment pourrions-nous, dans le présent, ne pas être attachés au passé? Impossible. Impossible. 99,9% de ce que nous vivons nous rattache au passé. Tu coupes le passé, il n'y a plus rien. Nous n'existons pas, il ne faut pas s'illusionner. Nous sommes les enfants du passé. Bon. Comment pourrions-nous vivre dans le présent si nous ne pensions pas à demain? Si nous n'avions pas cette candeur, cette naïveté de croire que demain on va trouver une trithérapie efficace pour résoudre le problème du sida, etc., etc. Donc il faut bien, notre présent n'est supportable et n'a de sens parce que nous le projetons, nous le profilons sur des conquêtes que nous espérons et dont nous attendons une amélioration. Et donc, quand on dit notre époque est l'époque du présentisme, on dit une connerie. C'est tout. C'est pas plus l'époque du présentisme que la Rome antique n'était l'époque du passéisme, ou que l'Europe des années 20-30, l'Europe du futurisme italien, etc., était une Europe simplement de futurisme. Non, je pense que c'est bien plus compliqué que ça. Et en particulier l'école, parce que si on admet, comme l'analyse Hannah Arendt, et j'aurais tendance à l'admettre évidemment, que le fil de la tradition est rompu, que par conséquent l'autorité ne peut plus s'asseoir sur la grandeur du passé immémorial, sur le moment de la fondation. Si on admet que les mythes d'un progrès qui allait résoudre tous les problèmes de l'humanité et faire advenir la société sans classe, etc., que ces mythes-là ne sont plus non plus porteurs, alors on a raison de dire que l'autorité doit trouver dans le présent une assise que le passé ne lui offre plus et que le futur ne lui offre pas non plus. Bon. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce présent-là? Je reprends la très belle image de Walter Benjamin que Hannah Arendt cite, du pêcheur de perles, c'est-à-dire le maître d'école, il va pêcher des perles incroyables, alors que nos enfants sont sur des jeux vidéo qui font la guerre toute la journée sur des jeux vidéo, il va chercher une petite perle qui s'appelle Shakespeare. Regardez, il y a un gars qui a écrit un truc. Une petite perle qui s'appelle Sophocle ou une petite perle qui s'appelle... Voilà, bon. Et avec ces petites perles-là, il est quand même capable, en quelque sorte... Enfin, du moins, sa tâche, sa responsabilité, d'être capable de dire quelque chose du passé qui relativise l'enthousiasme pour le jeu vidéo et la guerre à laquelle on joue. Et de la même façon, d'ailleurs, en allant chercher ces perles dans le passé, le même maître est capable aussi de relativiser l'enthousiasme naïf et parfois un peu dangereux que, je ne sais pas, les progrès de la technique et de la technologie vont tout résoudre, alors que la seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est d'accroître
le réchauffement climatique et la destruction de la Terre. Bon. Donc, notre présent est fait d'un combat permanent par lequel on va chercher des armes dans le passé pour se prémunir contre des fantasmes d'avenir. Je pense que c'était comme ça il y a 10 000 ans et que ce sera comme ça dans 10 000 ans. C'est pour ça que le présentisme, c'est de toutes les époques, quoi. Bon, cela dit, je raconte tout ça pour ne pas répondre sur le fond à ta question. Qui est, dans la politique romaine, le fondement de l'autorité, c'était le passé. Si on a rompu avec cette fonction-là de la tradition, quel est le fondement de l'autorité aujourd'hui? Mais je crois que l'une des difficultés que j'ai voulu évoquer ce soir, que rencontre l'école, c'est que cette autorité n'a pas de fondement. C'est pas donné. Ça ne va pas de soi, ça ne va absolument pas de soi. Et c'est pour ça que ça rend la tâche plus impossible ou plus difficile, comme le dit Freud. Mais en revanche, je suis totalement en désaccord avec le fait voilà, le présentisme, quoi. Non. Bon, je sors un joker quand même. Hein. Pardon. Então, mais questões? Tá, pode ir até o... Boa noite. Eu não sei se eu tive tempo bastante para formular da forma que eu gostaria, mas eu vou tentar assim mesmo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a palestra, e, enfim, mesmo porque me fez pensar uma série de coisas, né? Então, me parece, se eu compreendi bem, que a questão central é que se não é possível educar o cidadão, que então o problema da educação do cidadão, de certa forma, só pode acabar como um diálogo aporético, né, sem solução. Né. Mas eu fico me perguntando, né, se de alguma maneira, né, talvez me pareça impossível não pensar que o cidadão precise ser educado. Então, parece que ficamos numa aporia, né? Por outro lado, obviamente eu concordo, né, com essa ideia de que a gente assiste um esvaziamento dessa função política da escola como preparo para a vida pública, né? Uma preparação para a cidadania, entendendo a escola como esse lugar que faz a ponte, né, entre o mundo privado e o mundo público. No entanto, enfim, só mais a título de provocação, né, porque me parece assim que no horizonte assim do médio e longo prazo, não me parece que a economia e o mercado e a pressão que ambos exercem sobre a escola, né, que apareceu nas palestras de ontem à noite, assim, muito marcadamente, né, elas vão deixar de exercer essa influência e essa pressão sobre a escola e sobre nós, educadores, né. E pressão essa que interfere naquilo que a gente poderia chamar do sentido político da formação escolar, né. Então, a provocação é a seguinte, na verdade não é exatamente uma pergunta, né? Será que ao invés de assumir que esse lugar de passagem, ele hoje sofre uma série de ruídos, né? A escola, não seria o caso de a gente pensar um caminho alternativo de reflexão? E nos perguntarmos, bom, se nós não queremos nos tornarmos, né, homolates ou homoeconômicos, né, e no meu caso particular, que sou professor da escola secundária, do ensino médio, público, e que relação que nós, professores, e a escola pública podemos ter com a economia? Não sei se fui
claro, assim, né? Quer dizer, se é inexorável, né? Ou não é inexorável, mas se no horizonte assim próximo, não me parece que essas questões mais estruturais vão se modificar, será que não é a hora de a escola se mover, né? Mudar um pouco a relação, quer dizer, ao invés de passarmos a criticar que o mercado pressiona a escola e que nós estamos formando trabalhadores adaptados e coisas desse tipo, né? De pensar que, eu não conheço a Constituição francesa, mas eu imagino que, assim como a brasileira, consagra como um direito a educação, mas também o trabalho, né? Então, o que eu dou aula numa escola profissionalizante, né? E sou um professor de história e de filosofia. Então, acho que talvez fique mais claro entender o porquê das minhas preocupações. Muito obrigado. Mais alguma questão que a gente possa agrupar? Você pode vir aqui? Boa noite. Muito obrigada. Eu não sei, eu pensei em duas coisas que o Brasil está vivendo. Uma naquilo que ele falou sobre o reconhecimento do que a autoridade hoje não é só punir, não é só castigar. A autoridade, como a palavra de origem dela, é para ser algo que eleva à plenitude, seria construir essa plenitude. É uma forma de pensar que vem à minha cabeça, que, assim como a origem da palavra educar, é formar. O que eu estou querendo saber, também em todo esse contexto que ele discutiu, porque o Brasil passa por um momento de inclusão, e colocando, além de todas as diferenças que já se encontram no mundo, o estudante deficiente dentro de uma escola regular. E que muitas pessoas que já rejeitam os seus semelhantes também estão tendo que estar aprendendo a conviver ou até a conhecer aquilo que eles ignoravam antes, os seus dessemelhantes, e que também são inteligentes, também aprendem, também vão estar vivendo nesse mundo de um modo integrado, com esporte, com arte, com todas as coisas que todo cidadão, e com pensamentos de todo cidadão também na construção política, já que também são eleitores. Então, é um paradoxo, porém também uma preparação, já que é uma construção de futuro, seja para mercado, seja para elaboração desse educar, desse formar, e seja de conviver, honrando o passado, ou preparando o futuro, ou integrando o presente, mas como essa união toda, ou essa inclusão toda, pode evoluir esse mundo de alguma maneira, já que estamos num ambiente não só funcional, né, mas tarefa, indivíduo, sociedade, se pensa de um modo geral, mas como a gente pode evoluir isso? Muito obrigada, da mesma forma, espero ter me compreendido. Bom, acho que... Merci. Você quer fazer também, juntar com essas duas questões? Tá. Boa noite. Desde já, muito obrigada. Achei... Coloco aqui que... Achei desde já sua fala genial. Mas... tentando juntar, principalmente com a pergunta
do rapaz que acabou de fazer, mais ou menos. Só que levando um pouco mais para educação, principalmente até a primeira parte do ensino fundamental, que aqui até que seria em relação, até o fim do ensino primário, principalmente, já que eu estou cursando pedagogia, licenciatura em pedagogia. Eu fiquei pensando um pouco em relação a essa não sei como, eu não sei que palavra usar, mas tentar fazer esse meio que desembaralhar esse lado que a gente tem que fazer da parte de juntar a criança com a sociedade, ao mesmo tempo, essa ponte entre a sociedade, a família e pensando na pressão, ele falou, eu estava pensando mais ou menos nisso, a pressão que hoje o mundo capitalista exerce em cima da escola, de certa forma, meio que, no mínimo, dificulta imensamente a liberdade da escola fazer essa ponte e o professor, o mestre, que foi dito como mestre, ser autoridade sem ser autoritário. Porque eu acho que a grande dificuldade de hoje seria, não necessariamente tanto em relação ao presentismo, mas acho que mais principalmente ao lado socioeconômico que a gente tem hoje, ao mundo capitalista. Eu acho que, às vezes, cria tantos obstáculos na hora da gente orientar, na hora da gente tentar, digamos assim, guiar para o lado formativo a criança, que às vezes fica meio quase que um paradoxo. Nesse tipo, pensando nesse contexto, como que você acha que a gente deveria, assim, qual que deveria ser o nosso norte, como que a gente deveria se guiar para orientar dentro desse contexto? Não sei se você conseguiu me entender direito, mas... Tá bom. Então, fechamos essas três, né? Essas três questões. J'espère quand même que vous avez bien compris que je viens avec les poches pleines de problèmes, mais pas une seule poche avec une solution. Donc, les trois remarques tournent autour quand même du rapport de l'école au monde du travail et à l'économie capitaliste qui décide de ce monde du travail. Bon. Je crois qu'il faut considérer la chose d'un point de vue très pratique et très technique.
jusqu'à la fin de l'école primaire, c'est-à-dire jusqu'à un âge où, dans le monde en général, ça se joue entre 10 et 12 ans, on ne voit pas que l'école puisse avoir d'autres missions que, en même temps, parce que c'est la même tâche, apporter des savoirs, développer des compétences et instaurer des sociabilités. C'est la même chose. Apprendre un petit peu de mathématiques ou de calcul, c'est apprendre de la sociabilité. Qu'est-ce que c'est que la mathématique? C'est de la sociabilité abstraite, mais c'est de la sociabilité. C'est la même chose, apprendre un savoir, apprendre une compétence et apprendre un type de rapport à autrui. Je crois que ce sont des affaires qui se jouent ensemble, qui se construisent l'une avec l'autre. Bon. Et il est possible que ensuite, après la fin de l'école primaire, c'est-à-dire dans ce que nous en France nous appelons les collèges et les lycées, c'est-à-dire l'enseignement secondaire, il y ait introduction d'une nouvelle dimension qui est non pas apprendre le monde en général, mais apprendre ce monde-ci tel qu'il est aujourd'hui, avec ses contraintes qui sont des contraintes effectivement, d'abord des contraintes économiques. Mais alors à ce moment-là, le problème technique est le suivant. Est-ce que vous ramenez le plus bas possible le moment de la spécialisation fonctionnelle de la formation en la liant à des marchés d'emploi? Donc à ce moment-là, vous faites monter en puissance les compétences et vous subordonnez à cela les savoirs et à la fin les sociabilités? Ou est-ce qu'au contraire, un des enjeux aujourd'hui de la transmission, ça n'est pas de faire remonter le plus haut possible le type de formation générale ou de culture générale qui subordonne justement l'acquisition des compétences professionnelles à la disposition d'un savoir général et d'une sociabilité générale. Moi, je crois que c'est ça le problème. Et concrètement, ça veut dire, est-ce que c'est à 14 ans que vous dites que les enfants doivent rentrer sur le marché du travail, ou est-ce que l'école est obligatoire jusqu'à 15 ans, jusqu'à 16 ans, jusqu'à 17 ans? Et en disant que l'école est obligatoire le plus tardivement possible, vous dites que le temps réservé à la construction de soi et d'un rapport au monde qui est soustrait, épargné des règles de fonctionnalité et de productivité qui dominent le marché du travail. Alors voilà, est-ce que vous n'augmentez pas ce temps et cet espace qui est dévolu tout simplement à la formation de l'humain dans l'homme, dans l'être humain? Et ça, c'est un enjeu fondamental. Donc, il ne faut pas confondre ce problème avec un autre problème que le premier intervenant a soulevé, qui est en disant, voilà, il y a un droit au travail. Bien sûr qu'il y a un droit au travail. Mais je pense que ce serait une confusion terrible d'imaginer que c'est à l'école de porter ce droit au travail et de le traduire dans l'acquisition pour les élèves de compétences qui leur rassureraient du travail. Parce que l'école ne peut pas fournir le travail. Donc le travail dit, le monde du travail dit, nous avons besoin de ceci et de cela. Mais c'est pas l'école peut éventuellement choisir de développer les compétences en question, mais l'école ne décidera pas du marché du travail. Donc je crois qu'il y a un vrai problème ici. Si on veut que l'école joue le jeu de l'intégration fonctionnelle des individus dans l'univers du travail, alors ça veut dire que l'on choisit de soumettre entièrement la logique scolaire, de la scolée, à celle du négocium, comme disait Yann hier, c'est-à-dire à l'univers des règles fonctionnelles et productivistes. Et ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que si c'est faire ça, c'est rompre avec la mission de la transmission, et c'est un danger incroyable. Nos sociétés aujourd'hui ne sont pas... Mais là-dessus, je ne suis pas du tout sur les positions d'Ivan Illich, la société sans école, etc. Parce que nos sociétés aujourd'hui
sont absolument incapables de se passer d'école. Mais elles sont incapables de se passer d'école pour deux raisons totalement contradictoires. D'une part, parce que le monde du travail a besoin qu'on fabrique des employables, des gens employables, et elles comptent sur l'école pour fabriquer des gens employables. Et d'autre part, pour une autre raison, c'est qu'une société qui se passerait du temps réservé à la transmission, c'est une société qui s'effondrerait tout de suite. L'accumulation du savoir et de la culture en 2500 ans fait que, idéalement, le contenu culturel qu'un enfant serait supposé avoir en sortant de l'école aujourd'hui est tout simplement 10 000 fois plus important que le contenu de savoir qu'il était supposé détenir en sortant de l'école à Athènes au 5e siècle avant notre ère. Ou chez les Nambiquara, etc. Voilà. Donc, vous voyez bien, d'un côté, il y a l'acquisition des savoirs. La société a besoin qu'un lieu soit dévolu à l'acquisition des savoirs. Mais d'un autre côté, j'insiste, à l'école, il se joue encore autre chose que l'acquisition des savoirs, qui a la même importance aujourd'hui que celle qu'elle avait à Athènes au 5e siècle avant notre ère. C'est-à-dire, à l'école, il se joue le fait qu'un individu apprend qu'il n'est pas simplement le fils de son père et de sa mère, qu'il est le fils de 10 000 ans d'histoire, que sa vie a commencé avec le néolithique, et qu'il est comptable de cela. Et ça, c'est un grand problème, parce que si nous n'avions... Pourquoi avons-nous aujourd'hui des espèces de supposés physiciens qui sont au sommet de la science physique et qui sont pas foutus d'assumer, par exemple, leur savoir sur ce qui produit le réchauffement climatique et la destructivité de la Terre qui l'accompagne? C'est parce qu'ils ne se portent pas comme responsables du monde, ils ne sont pas les représentants du monde. Ils n'assument pas qu'ils sont à charge ou qu'ils sont comptables de 10 000 ans d'histoire, de 30 000 ans d'histoire. Et ça, moi, je crois qu'il n'existe pas dans nos sociétés d'autres institutions que l'école pour assumer cela, c'est-à-dire la mission de dire à des individus, les nouveaux venus comme les appelle Arendt, qui sont ignorants, portés par une puissance vitale aussi bien destructrice que créatrice, il n'existe pas de lieu dans nos sociétés autre que l'école pour dire calme, regardez ce qu'il y avait sur les parois des grottes préhistoriques, regardez ce qu'a fait Léonard de Vinci, regardez ce qu'a inventé Einstein, regardez ce que Confucius raconte, etc. C'est voilà, donner, offrir à des individus un accès au monde. Bon. Et donc c'est pour ça que je dis il ne faut pas confondre deux problèmes. Il y a un moment où on peut attendre de l'école qu'elle offre des formations diplômantes ou professionnalisantes, des formations techniques. Et vous savez bien qu'on ne peut pas réduire l'école à cela. Parce que l'offre du marché du travail s'impose à l'école, alors que l'école, elle a imposé à la société autre chose, qui est encore plus important. Elle a imposé à la société le fait de dire un jour, on va consacrer 3 heures à regarder les peintures rupestres de la grotte Chauvet. Ça sert à rien. Il y a du temps perdu. Et c'est l'école qui donne ce temps perdu. Et c'est une lutte terrible de deux temporalités. La temporalité dévorante de l'économie, parce que times is money, et la temporalité étalante, s'étalant, se déployant de l'école, qui dit plus le temps est perdu, plus on l'a gagné. Et vous voyez bien que voilà, ça c'est un conflit. C'est un conflit. Or aujourd'hui, la manière dont le capitalisme mondialisé, sous sa forme financière, puis ensuite sous sa forme industrielle, impose aux États leur marge de manœuvre pour ce qui est du financement et de la définition des missions de service public, a pour résultat que l'école est pensée comme une institution qui doit faire partie intégrante d'un système productif. Mais
en France, c'est terrifiant. Et là, je vais vous dire, parce qu'on est en période électorale quand même au Brésil, hein, que ce qu'a fait Sarkozy en France, la France ne s'en remettra jamais. Il a détruit les grottes de Lascaux. Voilà. Je veux dire par là qu'il a détruit précisément les missions de service public qui étaient celles de l'école, mais il a détruit les missions de service public qui étaient celles de l'assistance publique et de l'hôpital, de la justice, de l'université et de la recherche, etc. C'est tous ces lieux dans lesquels des sociétés ont investi la possibilité de continuer à faire exister un monde, eh bien ces lieux-là sont détruits parce qu'on les intègre à la logique de la productivité et de la rentabilité. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que c'est d'une responsabilité absolue, c'est-à-dire détruire le rapport que l'humanité a à sa propre histoire et à son propre passé. Où est-ce que concrètement ce rapport se joue? Il ne peut se jouer dans un musée que s'il s'est d'abord joué dans une école. Donc si vous détruisez l'école, vous détruisez ça. Et je pense que ce problème-là est différent du fait qu'on peut aussi concevoir qu'à partir d'un âge qu'il faut démocratiquement établir, si c'est 15 ans, si c'est 16, si c'est 18, la société a le droit aussi d'exiger de son école qu'elle forme des comptables, des informaticiens, des maçons, etc. Évidemment. Mais c'est un autre problème, ça, vous voyez. C'est pas le même problème que celui qui dit qu'aujourd'hui, la figure même de l'école est détruite par par son instrumentalisation au service d'une logique économique qui est totalement étrangère à ses missions, à sa signification et à ses responsabilités. Voilà. C'est pas gai, je suis d'accord. Bom, gente, acho que se não tiver mais nenhuma questão né, acho que eu convido, então, vocês retornarem amanhã. Ainda temos um terceiro dia, né, a parte da manhã com as comunicações, à tarde tem mais uma mesa redonda e à noite mais uma palestra. Né? Então, agradeço muito a presença de vocês hoje. Agradeço especialmente o professor Tassan pela sua conferência e espero que ele possa voltar outras vezes, né, a falar aqui com a gente, tá bom? Então, boa noite, muito obrigada.